avec, je vous propose 3 réponses, 1 kg d'équivalent CO2 par litre de lait, 1 g de CO2 d'équivalent CO2 par litre de lait ou 1 tonne d'équivalent CO2 par litre de lait. Et puis on rediscutera de vos éléments de réponse dans la partie où je produis quelques références pour les fermes normandes. Ça y est Olivier, le sondage est lancé. On attend les réponses avec impatience. Très bien. C'est parfait. Donc, du coup, je peux passer à la question suivante. On n'a pas besoin de laisser la question plus longtemps. C'est quelles sont les émissions brutes moyennes en Normandie? 1 kg, 1 gramme ou 1 tonne par litre de lait. C'est parti. Très bien. Alors, quelques définitions sur les gaz à effet de serre. Quand on dit gaz à effet de serre, on a à peu près l'image de ce qu'est un gaz. Maintenant, j'interroge l'autre partie de l'expression qui est effet de serre. L'effet de serre, c'est quoi? C'est simplement ce qui nous permet d'avoir une température relativement constante, une température moyenne qui permet la vie sur Terre, qui est évaluée autour de 15 degrés aujourd'hui. Et quand dans la presse on entend parler de scénarios climatiques qui projettent des augmentations de température de 1 à 6 degrés, eh bien c'est par rapport à cette température moyenne. Donc si la température moyenne elle est à 16 degrés, on peut imaginer que c'est assez proche de ce qu'on vit aujourd'hui et que c'est à peu près vivable et acceptable. Si elle est à 6 degrés, eh bien effectivement ça veut dire une température moyenne à 21 degrés et donc ça va avoir des impacts extrêmement importants, quel que soit l'endroit où on vit sur la planète Terre et dans les bouleversements de nos habitudes actuelles sur un pas de temps très court, puisque là, on a mesuré des réchauffements sur les 50 dernières années, par exemple en Normandie, de 2 degrés entre 1960 et aujourd'hui 2020. Donc ça va, des choses qu'on est capable aujourd'hui déjà de percevoir. Donc le réchauffement climatique, c'est, le réchauffement, l'effet de serre, c'est le rayonnement du soleil qui vient traverser la couche de l'atmosphère et qui apporte une partie d'énergie sur la surface du sol. Une partie de ce rayonnement est reflétée et repart vers l'univers, mais une partie de ce rayonnement rebondit contre la couche de gaz du haut atmosphère et revient vers le sol. Et plus il y a de CO2 globalement dans l'atmosphère, plus la force de réflexion du rayonnement vers la Terre est importante. Et d'où le réchauffement que l'on a et pourquoi on s'intéresse tellement au CO2 pour mesurer le réchauffement climatique. Un autre point très rapide de définition, mais on parle tout le temps de CO2, parfois on parle de méthane. Effectivement, ce sont les deux gaz à effet de serre, mais il en existe un troisième, et chaque gaz à effet de serre, par convention, a un pouvoir réchauffant. Et le pouvoir réchauffant, pour constituer l'unité de base, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Donc si on considère que le CO2 a un pouvoir de réchauffement de 1, on établit que pour le méthane, ce pouvoir de réchauffement est de 25 et pour le protoxyde d'azote, ce réchauffement est de 298. Et il se trouve que, du coup, l'unité de mesure, c'est ce qu'on appelle des kilos d'équivalent CO2. C'est ce qu'on a ici. Et donc, en fait, on transforme le méthane et le CO2, et le N2O, le protoxyde d'azote, en équivalent CO2. Et donc, c'est toujours intéressant de savoir si on parle strictement de CO2, auquel cas c'est des kilos de CO2, ou si on parle des 3 gaz à effet de serre, auquel cas on parle de kilos d'équivalent CO2. En parallèle de ça, on parle beaucoup de carbone. D'ailleurs, dans mon propos, je mélangerai assez facilement carbone et gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que le stockage aujourd'hui, on parle de stockage de carbone, de puits de carbone, etc. Et le carbone, c'est un des 2 atomes qui constituent le dioxyde de carbone. Et pour passer du carbone vers le CO2, il faut multiplier les tonnages de carbone qu'on nous propose par 3,67 pour passer en équivalent CO2. Et donc les stockages de carbone sont également exprimés en kilos d'équivalent CO2 pour pouvoir faire des comparaisons entre les émissions et les stockages. J'y reviendrai.
Le point suivant, c'est sur les émissions de gaz à effet de serre. L'étude récente du CITEPA, qui date de 2017, nous indique que l'agriculture, comme vous l'avez en position centrale, est responsable de 17% des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la France, que dans ces 17%, il y en a 14% qui sont liés à l'élevage, et dans ces 14%, il y en a 10% qui sont liés à l'élevage de ruminants, de bovins, essentiellement 5% pour les bovins viande et 5% pour les bovins lait. Donc ça permet, le fait d'avoir ce schéma-là, permet aussi de voir qu'il y a d'autres secteurs que l'agriculture qui sont émetteurs, et notamment les transports, qui sont plus émetteurs aujourd'hui que l'agriculture. L'industrie est également un peu plus émettrice en CO2 que l'agriculture. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, l'élevage est un des seuls, pour ne pas dire le seul secteur d'activité qui est capable de rendre des services environnementaux autres que les émissions de gaz à effet de serre qui sont parfois reprochées, puisque l'activité agricole permet de maintenir des prairies, de maintenir des haies, un maillage bocager dans une grande partie du territoire, et par ce fait de contribuer à la séquestration du carbone, et donc de compenser quelque part un peu les émissions brutes par ce stockage. Alors, pour certains qui pourraient éventuellement être intéressés, je remettrai juste ce complément qui est donc ici le citoyen français qui produit entre 7 et 12 tonnes d'équivalent CO2 par an, avec une proportion très importante qui est liée à son équipement et à la consommation des services en lien avec les équipements ou pas. Et puis les autres postes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 15% autour de l'habitation, c'est 22% pour les transports, et puis c'est 18% pour le logement. Alors, les enjeux pour la filière. Très rapidement, il y a un gros enjeu de communication autour des gaz à effet de serre, et on est aujourd'hui pris dans la masse d'informations qui circulent sur les gaz à effet de serre. Beaucoup d'indications, enfin de publications, que ce soit des médias écrits, écoutés ou vus, ou les trois à la fois quasiment, nous informent que l'agriculture est responsable, par exemple, en grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est par exemple une fausse vérité, et il faut la comprendre. Vous avez vu, il y a 3 gaz à effet de serre, le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote, et il est clair que l'activité agricole est responsable de la majorité, la grande majorité, on parle de plus de 90% des émissions de méthane. Mais le méthane, ça ne fait pas tout. Il y a 2 autres gaz à effet de serre qui sont à prendre en compte. Donc du coup, il faut bien savoir de quoi on parle quand on entend un certain nombre de choses et qu'on veut rediscuter aussi avec son environnement, ses proches, d'autres professionnels, d'autres représentants d'autres secteurs d'activité. Donc du coup, un enjeu pour les éleveurs, c'est de savoir quelles sont les émissions chez soi, quelles sont les émissions moyennes, quels sont les leviers d'action et comment je peux communiquer avec ces informations-là autour de moi, en connaissant bien les éléments chez soi et en ayant une connaissance un peu plus fine du sujet des gaz à effet de serre. Ensuite, il y a un enjeu très important pour la filière. De la même façon, en termes de communication, pour aussi promouvoir les produits qui sont issus des activités d'élevage, tout horizon confondu, que ce soit de la viande, du lait, des produits transformés, des produits non transformés en direct. Et ça, c'est très important parce que vis-à-vis des consommateurs, on doit apporter de l'information au sens large, et c'est le rôle des filières que de s'occuper de cette partie-là. Et puis les filières, ça va être aussi pour elles un enjeu de savoir mesurer collectivement les impacts des différents leviers qui peuvent être utilisés et mobilisés par les éleveurs. Ça n'empêche pas qu'au niveau des filières, il y a aussi des efforts propres à la filière et aux transformateurs notamment, qui doivent eux aussi s'interroger sur leur process, et les réflexions sont déjà en cours. Et enfin,
tout ce sujet est aussi impacté au niveau politique, puisque il y a de nombreux engagements que la France a pris vis-à-vis de l'Europe, au travers de la COP21 notamment, pour réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre. Et ces réductions, je vais vous l'illustrer là. Pour la filière laitière, ici, vous voyez que les réductions, c'est assez ambitieux, c'est de l'ordre de 20% entre 2016 et 2025. Donc l'année de départ du constat, c'est 2016, l'année de résultat, c'est 2025, et entre les deux, la filière laitière a dit « Ok, on s'engage pour réduire les émissions de l'ordre de 20%. » Et pour la filière viande, c'est le même engagement sur la durée, c'est le pourcentage qui change, où le pourcentage a été estimé de l'ordre de 15%. Voilà, donc c'est des enjeux qui sont importants et dont la date butoir se rapproche de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, on est en 2021, on est à mi-parcours sur ce programme-là. Et puis, pour illustrer ça, au niveau des filières, et plus concrètement au niveau des industries, des transformateurs et des collecteurs qui constituent une partie de la filière, eh bien, vous avez ici plusieurs démarches qui sont présentées, que ce soit la démarche de certaines laiteries qui, aujourd'hui, incitent leurs producteurs à faire un diagnostic carbone pour bien savoir où est-ce qu'ils en sont, en allant éventuellement jusqu'à des projets cofinancés pour pouvoir, comment dirais-je, accompagner les éleveurs dans les actions qui permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a un groupement de producteurs, de plusieurs organisations de producteurs spécialisés dans les laiteries qui transforment le lait en fromage AOP, qui se sont intéressés sur le niveau d'émissions des fermes qui livrent leur lait en AOP. On a d'autres laiteries qui ont intégré la démarche label bas carbone, dont je vous parlerai à la fin de ce propos. On a d'autres laiteries qui ont décidé de mettre un niveau initial d'estimation des gaz à effet de serre dans les chartes internes de qualité, et ce premier niveau étant le premier pas à faire pour aller vers des démarches un peu plus complètes et qui redécoulent sur des axes techniques de conseil. Enfin, on a d'autres coopératives qui se sont engagées notamment dans la partie viande sur le programme BIF Carbone, qui est un programme qui s'intéresse pendant 5 ans aux émissions réelles des exploitations, calculées via le diagnostic CAP2R, et qui va quantifier les leviers d'action mobilisables, qui va quantifier les économies de gaz à effet de serre éventuelles, et donc au final d'attribuer ça après au produit final qui est la viande vendue. Donc ça concerne aujourd'hui de nombreuses filières. Alors, sur les enjeux de la filière, je les décris rapidement. Maintenant, pour servir ces enjeux-là, les filières se sont organisées pour produire, ou en tout cas pour favoriser la production d'un outil qui permet d'estimer les émissions de gaz à effet de serre relativement facilement, avec une méthodologie officielle partagée, une méthodologie de référence qui s'appuie sur des travaux de recherche nationaux et internationaux. Et donc, cet outil s'appelle le CAP2R. On en parle tout le temps, le CAP2R. Je veux vous dire, au moins pour aujourd'hui, ce que ça signifie, même si demain, c'est quelque chose qui sera oublié. Mais l'acronyme CAP2R, ça signifie calcul automatisé des performances environnementales en élevage de ruminants. Et finalement, c'est pas plus mal qu'on nous ait donné un nom un peu plus court pour pouvoir en discuter assez rapidement. Alors, ce CAP2R, qu'est-ce que c'est? Le CAP2R, c'est un outil informatique que l'on a accessible sur le web, qui nous permet, qui se décompose en deux niveaux. On a un diagnostic simplifié, qu'on appelle en général le diagnostic de niveau 1, qui n'est pas très original, mais ça a le mérite d'être clair, qui permet, avec 30 données collectées en une trentaine de minutes en élevage, pour un atelier, de sortir très rapidement
les principaux résultats que vous avez à l'écran, que sont l'empreinte carbone. Et cette empreinte carbone, c'est bien le différentiel entre l'ensemble des émissions de l'atelier et l'ensemble du stockage. Avec forcément quelques points de détail sur les différents postes d'émission, quelques points de détail également sur les différents postes de stockage, quelques comparaisons très rapides sur des références par rapport à un système relativement proche de celui d'exploitation. Et en 30 minutes, vous avez déjà ce premier niveau de lecture de votre atelier, des émissions de gaz à effet de serre de votre atelier. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, alors à ce moment-là, il faut rentrer dans une démarche dite diagnostic de niveau 2. Et ce diagnostic de niveau 2 repose sur la collecte d'un peu plus de données. Là, on parle de 180 à 200 données par atelier. Si on a 2 ateliers, comme je l'ai schématisé ici, un atelier lait, un atelier viande, ce qui n'est pas rare en Normandie, eh bien, on parle de 300, 320 données à collecter. Donc forcément, il y a un peu de temps à y passer. Mais par contre, ces données, elles sont très pertinentes parce qu'elles permettent de détailler beaucoup plus finement et d'aller chercher des leviers d'action derrière. Donc, qu'est-ce qu'on collecte comme données? On va collecter des données liées aux troupeaux. On va décrire les troupeaux que vous avez chez vous, les diviser en différentes catégories, et pour chaque catégorie, on va décrire l'alimentation et éventuellement décrire différentes rations. On va décrire le mode de logement. Donc, vous voyez, alimentation, logement et effluents, donc comment se gérer les effluents dans les différents bâtiments. Ensuite, on va avoir besoin des informations gaz à effet de serre liées au fourrage produit sur l'exploitation. Donc ça, on va interroger toute la partie gestion des surfaces, notamment sur la partie fertilisation. Ensuite, on va collecter des données qui sont un peu plus générales, que ce soit pour décrire l'exploitation, mais aussi pour décrire tout ce qui est énergie et tout ce qui est acheté à l'extérieur. Donc les concentrés, on va décrire les achats de concentrés, les achats d'engrais, etc. De façon assez précise. Et donc, une fois qu'on a tous ces chiffres-là, on les a collectés par atelier, l'outil nous permet d'estimer les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les contributions positives. Voilà, on va en reparler après. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'un diagnostic avec autant d'investissement, ça doit être un diagnostic qui vous permet, vous, de rebondir et de trouver des leviers d'action dans votre exploitation. Et donc, les chiffres ici sont décortiqués en indicateurs techniques précis sur l'alimentation, sur la gestion des cultures. Et là, on retrouve les mêmes catégories sur les effectifs, sur les consommations d'énergie. Et ça, derrière, très concrètement, ça donne des leviers d'action. Donc, on part de quelque chose d'estimé, de quelque chose de difficilement palpable. Hein. Les gaz à effet de serre, c'est quand même pas très physiquement, on ne les voit pas. Mais par contre, on revient très vite à de la technique grâce à ce niveau de diagnostic. Donc, une approche détaillée avec le diagnostic de niveau 2, ça nous ramène à, finalement, je vous ai dit, on étudie les résultats. Donc là, je vous présente quelques résultats, pas trop de chiffres, parce qu'on peut vite se noyer, ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, c'est vraiment l'idée d'avoir une idée claire sur les enjeux autour du dossier gaz à effet de serre carbone. Tout à l'heure, vous avez répondu à un sondage qui vous demandait d'estimer la quantité de gaz à effet de serre par litre de lait. Donc là, je fais appel à notre animateur pour nous livrer le résultat. Présent. À toi. Alors, quelles sont les émissions brutes en moyenne en Normandie? 1 kg, 85%, 1 gramme, 15%, et donc évidemment une tonne, 0%. Voilà, le résultat du sondage. Très bien. On attend toujours vos questions, notamment la question du président, de Luc aussi, je pense. Merci Olivier. Merci Benoît. Et merci à vous d'avoir répondu à ce questionnaire et félicitations. J'ai vraiment un grand plaisir de voir que l'information sur les références de gaz à effet de serre commence à passer et à être diffusée.
on a fait ce sondage-là il y a 2 ans, les réponses étaient un petit peu moins orientées vers la bonne réponse qui est effectivement, si on veut retenir très rapidement quelque chose, les émissions brutes, c'est environ 1 kg d'équivalent CO2. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, où vous avez en première ligne les émissions brutes par système. Alors, on vous a repris les 3 systèmes officiels que sont 10%, qui sont décrits par rapport à la proportion de maïs dans le système fourrager, avec 10%, à moins de 10% de maïs, 10 à 30% de maïs et plus de 30% de maïs. Et vous pouvez voir que les émissions sont relativement proches. On a un dixième d'écart, c'est déjà significatif. Ça fait 10% d'écart, mine de rien. Mais on est autour, plus ou moins, 1 kg d'équivalent CO2 par litre de lait. En agriculture biologique, on commence à avoir suffisamment de fermes pour avoir des références. On est également sur 1 kg d'équivalent CO2. Par contre, ce qui change, c'est la contribution au stockage de gaz à effet de serre. Et vous l'avez sur la ligne suivante, puisque le stockage va partir de 0,1 kg d'équivalent CO2 par litre de lait pour monter jusqu'à 0,33 ou 0,36 pour les systèmes les plus herbagés. Le stockage de carbone étant lié aux prairies et aux haies, c'est logique que plus les systèmes sont herbagés, plus le stockage de carbone est élevé. Ce qui fait qu'en empreinte, on parle d'empreinte nette, d'empreinte, c'est-à-dire vraiment le différentiel entre les émissions et le stockage, on évolue entre 0,66 et 0,88 kg d'équivalent CO2 par litre de lait. Alors, pour les élevages viande, on a aussi des références qui sont produites par l'étude BIF Carbone, qui est encore en cours, mais pour laquelle il y a déjà des résultats de produits. Alors, il existe 7 systèmes en élevage allaitant. Simplement, j'ai choisi 3 systèmes parmi les 7 pour avoir un tableau clair et pouvoir retenir des grandes lignes également. Donc, en élevage viande, on est plutôt sur des émissions brutes qui oscillent entre 15 et 19 kg d'équivalent CO2 par kilo de viande vive, alors que le stockage va être là aussi impacté par le système fourrager et les systèmes avec des engraissements de jeunes bovins, du taurillon, on va être à des systèmes moins herbagés, donc moins de stockage, pardon, et les systèmes naisseurs-engraisseurs ou naisseurs tout court, qui exploitent beaucoup de prairies, eux ont des systèmes plutôt à 7 kg d'équivalent CO2 par kilo de viande vive, ce qui fait qu'au total, les systèmes oscillent entre 10 et 12 kg en termes d'empreinte carbone nette. Si on regarde un petit peu plus les contributions positives, parce que c'est aussi un des atouts de ce diagnostic, c'est qu'il ne focalise pas uniquement sur les émissions, mais aussi sur les contributions positives. Et c'est important d'avoir ces éléments-là pour pouvoir en discuter aussi auprès de ses proches régulièrement. Et donc, l'élevage a un impact positif sur l'environnement, que ce soit dans le stockage de carbone, ça on en a déjà discuté, mais aussi sur l'entretien de la biodiversité. Alors, la méthodologie, c'est de convertir tous les éléments fixes du paysage en équivalent de biodiversité, les linéaires de haies, les arbres isolés, les surfaces en prairie, etc. Et d'en faire la somme au final. En ferme laitière, on est sur environ 1,6 hectares d'équivalent biodiversité par hectare de SAU de l'atelier lait engagé. Sur l'atelier lait, toujours, la performance nourricière, c'est-à-dire grâce aux protéines contenues dans le lait, combien de personnes on peut nourrir par le biais de l'atelier lait. Donc là, on est sur 21 personnes en moyenne en Normandie par hectare de SAU lait. Et globalement, la biodiversité, elle provient essentiellement des haies, puisque voilà, vous avez 2 tiers de la biodiversité qui est liée aux haies. En élevage viande, les proportions sont un peu différentes puisque les haies représentent moins de biodiversité et les prairies beaucoup plus de biodiversité. Et ramené à la surface de l'atelier, la surface agricole utile de l'atelier viande, on parle de 0,84 hectares de biodiversité par hectare de SAU et on parle de 1,3 personnes
nourris par hectare de SAU viande. Toujours sur la base du contenu des protéines contenues dans la viande. Alors ensuite, on parle souvent de plan d'action et de levier, etc. Donc c'est la suite de ce travail-là. Une fois que le diagnostic est fait, on identifie des leviers d'action. Les leviers d'action, ils sont identifiés par deux sources. La première, c'est quels sont les projets, quels sont vos projets en tant qu'éleveur. Et puis, est-ce que ces projets correspondent à des points d'amélioration qui apparaissent au travers du diagnostic? Est-ce que des choses très techniques sur l'âge moyen des génisses, sur la quantité de concentré, sur le niveau de production, sur le pourcentage de renouvellement, sur les teneurs en protéines des fourrages, sur la fertilisation azotée des surfaces, etc., etc. Et bien, à partir de ces leviers et des projets d'éleveurs, on en sélectionne un certain nombre que l'on décline techniquement pour en faire un plan d'action. Et ces différents leviers, on les décline techniquement également pour les réintroduire dans le logiciel Cap2R en mode simulation et en modifiant les différents paramètres que je vais vous présenter après. Ça nous permet d'avoir une simulation de vos leviers et de l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc concrètement, un plan carbone réalisé, alors c'est ici un vrai plan carbone réalisé dans une exploitation qui souhaitait travailler sur l'élevage des génisses pour diminuer le taux de renouvellement et globalement diminuer les UGB dits improductifs, entre guillemets. C'est une ferme qui souhaitait également travailler sur la valorisation de l'herbe, sur la réduction des consommations d'énergie électrique et sur l'autonomie protéique. Alors vous voyez, j'ai laissé le schéma en disant que ce serait un peu petit, mais je l'assume, parce que je voulais vous montrer que les objectifs ne sont pas des pas de géant à faire à chaque fois, mais simplement d'aller chercher les quelques pourcentages d'amélioration de l'efficacité du levier ou de l'action technique, sachant que vous partez des fois sur des situations qui sont la plupart du temps déjà très optimisées. Donc l'idée, c'est pas de faire des pas de géant. Par contre, l'idée, c'est pour avoir une efficacité et marquer vraiment des économies des gaz à effet de serre. Là, ici, le total de ces 5 leviers d'action représente 15% de réduction des gaz à effet de serre. Et bien, c'est bien la somme de ces différents leviers, chacun avec des petites évolutions, qui permet de dégager une réduction d'empreinte significative, une réduction des émissions vraiment significative. Et puis, on s'est aperçu en faisant ce travail-là, notamment dans l'étude Carbone Dairy, en regardant les élevages qui avaient les résultats les plus performants en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc ce sont tous les élevages, enfin toutes les colonnes vertes ici, les 10% d'élevages les plus efficaces, et on a regardé également les 10% d'élevages les moins efficaces sur les émissions de gaz à effet de serre, et on s'est aperçu, donc en orange sur le schéma, on s'est aperçu que si les produits sont relativement équivalents, que ce soit sur la moyenne de la population, sur les 10% moins efficaces ou sur les 10% les plus efficaces, les niveaux de maîtrise de charge sont là pour le coup, eux, très différents, ce qui amène à des différences de marge brute de l'ordre de 30 € au 1000 litres entre les élevages les plus performants et les élevages les moins performants. Et tout à l'heure, on a vu que par système, on était à peu près sur la même ligne moyenne par système. Par contre, au sein d'un même système, on a des variations de plus ou moins 20%, donc des élevages qui sont à 1,2 kg d'équivalent CO2 en émission et qui sont à 0,8 ou d'autres élevages qui sont à 0,8. Donc au sein du même système, on peut gagner en efficacité pour atteindre des critères qui sont environnementalement bons, mais aussi économiquement bons. Alors, maintenant, c'est aujourd'hui en Normandie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on a la chance, l'opportunité, c'est quelques années, et pour encore quelques années, d'avoir plusieurs dispositifs d'accompagnement. Le premier, c'est le bon diagnostic carbone.
Alors, il faut le prendre bon comme bon d'achat, et non pas comme l'opposition bon et mauvais. C'est bien l'équivalent comme si c'était un bon pour faire un diagnostic carbone. Voilà. Eh bien, ce bon diagnostic carbone, il sort du travail de l'État sur le plan de relance de l'économie et le plan de transition écologique. Et donc, il est piloté par l'ADEME, hein, qui est indiqué ici en logo. Et il consiste en quoi? Alors d'abord, ce qui est très important, c'est qu'il est disponible pendant 2 ans. Ça va courir, ça commence pratiquement dès maintenant et ça va s'étaler jusqu'à la fin de l'année 2022 où on pourra réaliser l'intégralité de la démarche. La démarche repose en 4 étapes. La première, c'est de faire un diagnostic CAP2R de niveau 2, donc, que je vous ai déjà présenté. On complétera l'analyse, le diagnostic par une analyse de la vulnérabilité de votre système d'exploitation au changement climatique sur la base d'une méthodologie que l'on va récupérer très bientôt, très prochainement, mais aussi sur la prise en compte de l'aspect agro-pédologique, incluant des analyses de terre. Donc, cette deuxième étape va permettre d'approfondir à la fois la sensibilité au changement climatique et l'approche sol qui est un complément idéal de l'approche gaz à effet de serre. Avec tous ces éléments, on va basculer vers un plan d'action qui repose sur les projets que vous avez. Et ce dispositif-là, le bon diagnostic carbone, il est ciblé volontairement vers les éleveurs installés depuis moins de 5 ans. Et quand on parle des éleveurs installés depuis moins de 5 ans, les éleveurs et les éleveuses d'ailleurs, que ce soit des installations aidées ou des installations non aidées. Donc ça permet d'avoir un champ assez large pour pouvoir voilà, s'introduire. Si quelqu'un s'est introduit dans un GAEC de façon aidée ou non aidée, vous pouvez, depuis moins de 5 ans, vous pouvez bénéficier de ce dispositif-là. Et quand on est installé en général depuis moins de 5 ans, eh ben, on a pas mal de projets. Et quand on a pas mal de projets, c'est intéressant de voir pour ce projet-là l'impact environnemental, l'impact économique et le cas échéant d'aller chercher quelques financements complémentaires. Donc le plan d'action consiste à effectivement voir à l'horizon de 15 ans les différentes actions qui vont être mises en œuvre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ce projet est également accompagné par un certain nombre de visites techniques qui seront, alors pas sur les 15 ans, parce que le projet, vous voyez, est porté sur 2 ans, mais voilà, qui sont programmés, en tout cas, bien identifiés. Donc voilà le premier dispositif, le bon diagnostic carbone. Et l'objectif, c'est un financement assuré à 90% par l'ADEME, et il reste 10% à la charge de l'éleveur. Comptez que ce travail-là, global, tout ce travail-là, ça représente autour de 3 à 4 jours de travail à réaliser dans les prochains mois. Un autre dispositif d'accompagnement aujourd'hui qui existe s'appelle le label bas carbone. Vous en avez sûrement déjà entendu parler par voie de presse, par votre laiterie, par votre collecteur de viande, par tous les intervenants qui viennent chez vous. Ce dispositif est appuyé sur l'association France Carbone Agri Association. Donc, il repose sur une méthodologie connue qui part de l'information-formation, qui part du diagnostic CAP2R, qui vient ensuite se traduire par un plan d'action individuel. Ce plan d'action individuel nécessite un certain nombre de visites d'accompagnement pour veiller à la mise en œuvre des leviers d'action qui ont été identifiés dans le plan d'action. C'est ce qu'on appelle le monitoring de la mise en œuvre des actions. Et à la fin des 5 années que dure cette démarche, il y a un deuxième diagnostic qui vient vérifier, valider les économies de gaz à effet de serre qui ont été estimées dans la deuxième phase, ici la phase des diagnostics. Donc c'est un projet qui s'étale sur 5 ans et qui vous permet à terme de commercialiser les économies de carbone que vous faites par les leviers que vous mettez en œuvre sur le marché du carbone. Alors, quand je dis vous,
faut bien voir que c'est individuellement, ça serait trop compliqué. Donc, l'objectif de France Carbone Agri Association et des porteurs de projets, c'est de rassembler les éleveurs qui sont motivés par cette démarche-là pour que collectivement, on puisse aller voir des acheteurs potentiels de carbone qui puissent, eux, se dire, bah oui, il y a assez de carbone pour que ça m'intéresse et que j'investisse et que j'achète ces économies de carbone générées par les activités des producteurs, ou des éleveurs. Donc ça, c'est le deuxième dispositif. Un qu'on avait vu qui était sur 2 ans, destiné au JA. Un autre qui est destiné à tous les éleveurs en France, mais qui dure 5 ans. Et le troisième dispositif, qui là est une approche régionale pour le coup. Le Conseil régional a décidé d'accompagner un certain nombre d'actions de conseil réalisées dans les exploitations, notamment en faveur de l'environnement, qui vous permet d'avoir un financement à hauteur de 80% pour réaliser un diagnostic, un plan d'action et une visite technique. Et ça sur un pas de temps d'environ une petite année ou un peu plus s'il y a besoin. Mais voilà, le pas de temps est un peu plus court. Donc ça, c'est une démarche individuelle, qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler la démarche plan carbone. Et si à l'issue de ce que vous souhaitez faire, vous vous dites, bah, tiens, ça serait pertinent d'aller jusqu'à une démarche label bas carbone, eh bien forcément, il y a moyen de se réorienter, de retravailler et de prolonger ce premier niveau de travail vers une démarche plus complète. Alors voilà, j'en ai fini sur mon intervention sur la partie carbone. Et je voulais, voilà, sous forme de transformer le carbone en acronyme pour résumer un peu ce que je vous ai dit cet après-midi, à savoir que j'ai pris le C de carbone pour dire que le carbone, c'est un nouveau critère aujourd'hui. C'est un critère qu'il faut savoir intégrer dans vos projets qui vous seront demandés régulièrement par tout un tas d'intervenants. C'est un dispositif qui est aujourd'hui très favorablement accompagné, qui est rentable à l'échelle de l'exploitation puisqu'il s'agit d'aller chercher des facteurs d'optimisation de vos pratiques actuellement. Et qui dit optimisation se traduit par des résultats économiques améliorés également. C'est bénéfique pour nous tous, l'ensemble des citoyens que nous sommes. C'est une opportunité intéressante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un des rares dispositifs qui passe par l'accompagnement, par l'incitation, plutôt que par le législatif et le réglementaire. Et donc aujourd'hui, c'est une chance, une opportunité d'avoir tous les 3 dispositifs que je vous ai montrés pour vous accompagner. C'est nouveau, et quand c'est nouveau, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de connaître, de détailler et d'intégrer les nouveautés, et de bouger pour tenir compte de cette nouveauté. Et puis, c'est la vie de l'exploitation, c'est l'évolution, une exploitation entre le moment où vous vous installez et le moment où vous quitterez votre exploitation pour bénéficier de la retraite. Eh bien, vous aurez vécu plusieurs évolutions et on est tout à fait dans ce cycle-là d'évolution et de nouveautés qui viennent pour de la communication, parce que ça ne change pas votre métier de base, mais qui viennent apporter des nouveaux éléments vis-à-vis de la société. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis à l'écoute de vos questions et l'équipe carbone de Littoral Normand est à votre disposition également pour répondre à l'ensemble de vos problématiques. Il y a 2 équipes, une équipe à l'ouest et une équipe à l'est. Merci Olivier. Merci Benoît. Deuxième intervention de la journée. Et avec cette chaleur, je pense que tu vois, tu es mieux dans ta chemise par rapport à ce matin. Tu as perdu quelques grammes. Grammes de carbone. Ça fait du bien. Alors, information. Vous pouvez retrouver cette vidéo via notre site Littoral Normand et le site va vous rediriger sur notre site YouTube. On va pouvoir passer aux questions. Olivier, première question. À mi-parcours, alors c'est Bruno qui pose cette question. À mi-parcours, d'ici la date butoir de 2025, nous en sommes à une réduction de combien à ce jour?
Alors, c'est une bonne question qui nécessiterait qu'on compile tous les diagnostics et qu'on voit si la tendance est à la baisse. Donc, on n'a pas aujourd'hui ces indicateurs fins de produits. Par contre, c'est du coup plus facile de faire un état des lieux à date fixe et de comparer 10 années d'écart. Donc, la tendance, quand même, que l'on observe, puisqu'on a des diagnostics qui sont produits depuis 2013, c'est une tendance à la baisse depuis 2013 dans l'ensemble des exploitations que l'on observe. Et les 20% qui étaient proposés par la filière laitière, je ne peux pas vous dire s'ils seront atteints, mais il y en a déjà une bonne partie qui est déjà pour de réduction. Voilà. Merci Stéphane, on a un petit merci pour la présentation de Stéphane, merci. Une autre question de Bruno. En agriculture, le méthane a un pouvoir de réchauffement climatique puissant. Quelle action à mettre en place pour sa réduction au-delà des performances techniques? Alors, ça nous ramène, je vais vous représenter le facteur d'émission très rapidement. Hop, voilà. Donc, on parle de ce sujet ici. Alors, il existe différents leviers. Alors, le méthane, globalement, c'est en élevage, c'est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Le méthane, il est lié au caractère ruminant des animaux. Donc, il est lié au nombre d'animaux. Donc, forcément, il y a un travail très important de réflexion sur quels sont les animaux productifs et est-ce qu'il n'y a pas des animaux improductifs dont je dois m'occuper pour réduire ce pourcentage d'animaux improductifs. Alors, les animaux improductifs, c'est quoi? C'est bien entendu tous les élèves, que ce soit en élevage laitier ou en élevage allaitant, c'est pareil, mais il nous faut bien un pourcentage de renouvellement. Donc, on s'interroge des fois sur le taux de renouvellement. Aujourd'hui, c'est pas rare d'avoir des taux de renouvellement supérieurs à 35-40% de taux de renouvellement. On peut se poser la question, et il faut garder la question ouverte. Après, dans chaque exploitation, on y répond et on peut fermer la question, mais est-ce que ce taux de renouvellement est strictement nécessaire dans chaque exploitation? Là, je vous parle de taux moyen, de 35% de taux de renouvellement. Donc ça, c'est sur toute la partie élevage. Ensuite, on va aller chercher tout ce qui pénalise l'expression du potentiel de production. Et de ce fait-là, on va probablement chercher à diminuer le nombre d'animaux improductifs ou moins productifs. Donc on va chercher à aller avoir moins de mammites. On va chercher à avoir des animaux qui se déplacent bien, donc qui n'ont pas de problème de pattes pour aller à la table d'alimentation. On va chercher à avoir le moins de maladies possible également sur le cheptel pour, bien entendu, rendre les animaux au plus près de leur potentiel de production qui est lié à leur génétique et au système d'exploitation. Et enfin, il existe effectivement ensuite des réflexions sur la nature de l'alimentation et notamment sur l'utilisation de certaines protéines qui seraient dites moins émettrices de méthane. Mais là-dessus, les effets sur le troupeau, ramenés aussi sur les effets globalement à l'échelle de l'exploitation, sont assez mesurés. Que ce soit des aliments qui sont intégrés dans des concentrés. Éventuellement, il y a des travaux aussi sur des fourrages, peut-être des effets variétés, notamment sur le maïs qui pourraient être amenés, qui aujourd'hui demandent à être étudiés. Et là, la réponse, elle est encore dans la main des scientifiques. Et nous, en termes de développement agricole, on n'a pas encore les résultats qui, de toute façon, ne sont pas encore établis, produits et agréés. Et ensuite, il existe quelques compléments alimentaires sur lesquels travaillent des laboratoires pharmaceutiques, des laboratoires chimiques,
des compléments qu'on pourrait intégrer dans l'alimentation. Il y a des choses qui ont été faites aux États-Unis qui, en labo, montrent des réductions de 15 à 20% et peut-être même plus de gaz à effet de serre, enfin de méthane. Maintenant, il faut aussi tester ça dans des élevages grandeur nature, mesurer réellement l'impact sur les gaz à effet de serre, sans quitter de vue le modèle économique. Donc, ça pose après la question de à quel tarif sont vendus ces produits alimentaires complémentaires et quelle est la rentabilité économique au bout du compte. Et puis, ces aliments, ils vont arriver avec un poids en CO2. Donc, il va falloir réintégrer leur poids en CO2 lié à leur chaîne de fabrication dans l'intégralité de l'estimation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le sujet est loin d'être clos sur cette partie-là. Et puis enfin, dernière chose, c'est que les émissions de méthane, elles existent aussi par le stockage des effluents. Et là, on a un certain nombre d'études qui permettent de voir que quand on injecte, quand on stocke le fumier et qu'on protège le stockage, on a moins d'émissions que sur des stockages à l'air libre, que ce soit pour des lisiers ou des fumiers. Et puis, peut-être qu'il y aura une autre question, mais c'est sur la méthanisation, où on transforme les effluents d'élevage en énergie, avec forcément une consommation des émissions de méthane. Et ça, globalement, on a repéré que ça permettait de réduire d'environ 7% les émissions de méthane à l'échelle d'une exploitation. Voilà, j'ai essayé de balayer, désolé pour cette réponse longue, j'ai essayé de balayer un peu les différents aspects. Et voilà. Merci Olivier, je vois que tu es intarissable sur le sujet. Je vais demander à Vincent, le président, de venir nous rejoindre pour terminer cette session. Il avait une question, donc je propose à Vincent de poser sa question. Vincent. Oui, une petite question, juste sur le stockage de carbone, la différence de stockage de carbone entre la prairie temporaire et permanente, ça c'est la première question, et quelle est la bonne durée pour retourner une prairie temporaire pour qu'elle ait consommé le maximum stocker le maximum de carbone. Alors, donc là, on repose concrètement sur des forfaits. Des forfaits qui sont attribués aux prairies temporaires et aux prairies permanentes. Donc, sous les prairies temporaires, on stocke environ 120 kg d'équivalent CO2 par année. Et sous les prairies permanentes, on stocke 525 kg d'équivalent CO2 par année. Sachant que la prairie n'évoluant pas dans le temps, dans son statut, c'est chaque année 525. Alors qu'une prairie temporaire, en général, elle est inclue dans une rotation. Et donc, la durée de la vie de prairie temporaire est liée à la durée de la rotation. Et si on a une rotation de 2 années de prairie temporaire plus 4 années de culture, on a un bilan négatif. Alors que si on a l'inverse, 4 années de prairie temporaire pour 2 années de culture, là, on a un bilan positif. Donc, ça se raisonne à l'échelle de chaque rotation. Bon. Merci Olivier. Nous n'avons plus de questions et c'est déjà pas mal. Il va être l'heure de clôturer cette séance. Alors évidemment, si vous souhaitez continuer à aborder le sujet avec Olivier, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre contact avec Olivier via le service client. Il se fera évidemment un grand plaisir à répondre à tout le monde. Encore merci pour votre participation. J'ai vu qu'il y avait… la France était représentée aujourd'hui, le Lot-et-Garonne, l'Indre, je vois des petits pouces là, c'est très sympa. Merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à continuer l'aventure avec nous sur ces webinaires jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, des petits… c'est super sympa de votre part. Merci à tous. Donc, j'étais en train de dire, n'hésitez pas à continuer l'aventure avec nous. Pas de souci. Le programme de demain, ce sera le directeur des abattoirs de Coutances qui viendra nous parler de
comment ils valorisent les carcasses. Ensuite, nous aurons l'organisation du travail et les indicateurs économiques de rentabilité. Tout un programme pour demain. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, je vois une autre question. Olivier, peut-être, est-ce qu'on prend cette question? Allez, on poursuit. On n'a pas l'heure. Nous sommes disponibles. Il n'y a pas de séance derrière. Donc, je propose qu'on réponde à la question. Ceux qui veulent rester, évidemment, ils sont les bienvenus. Alors, l'efficacité des systèmes herbagés est clairement démontrée. Est-ce qu'il existe des référentiels entre les différents modes de conservation, ensilage, urbanage, système tout foin? Voilà. Est-ce que j'ai été clair, Olivier? Je vais reformuler, je pense, mais je pense avoir compris le sens de la question. C'est en fait, en gros, sur des systèmes herbagés, si on prend des filières de conservation de l'herbe par voie humide, à savoir ensilage, enrubanage, versus des systèmes de conservation de l'herbe par système tout foin, avec sûrement du séchage en grange, eh bien, est-ce qu'il y a des différences entre ces deux modèles-là? Alors, à ma connaissance, en termes de données officielles et claires, je n'ai pas d'éléments chiffrés à vous donner pour répondre à cette question-là. C'est au travers d'une grande base d'études, quelque chose qu'on pourrait explorer, effectivement, pour voir si, au travers d'un système tout herbe, avec deux modes de conservation, si on arrive effectivement à ce genre de statistiques. Mais il faut reconnaître qu'en Normandie, le nombre d'études de gaz à effet de serre que l'on a mené chez des éleveurs tout foin versus des éleveurs ensilage est assez limité, sachant que les éleveurs tout herbe, c'est une proportion assez limitée aussi. Donc il faudrait voir ça, je pense, sur une échelle nationale pour pouvoir avoir quelques éléments de réponse à cette question très, très intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.